évidemment, vous voulez tout et le contraire de tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas la main verte, mais vous aimeriez bien avoir un beau jardin assez harmonieux, dans lequel vous n'êtes pas obligé de passer des heures avec des instruments dont vous ne savez pas comment ils fonctionnent. Bref, Philippe, est-ce qu'il y a un jardin qui correspond à ça, où on n'a rien à faire, mais c'est beau? Il y a le jardin idéal, ça existe. Ouais. C'est-à-dire on n'a plus besoin de tondre. Il y a des petits endroits pour chauffer. On peut avoir des zones intimes, des zones de partage, de repas, etc., de boire des verres avec ses amis. Qui s'en occupe du jardin si c'est pas nous? Presque personne, parce qu'on a planté des végétaux au milieu de cailloux. Qui se débrouillent. Qui se débrouillent tout seuls. La tondeuse marche 24 heures sur 24. Le gazon est toujours nickel, à la version londonienne. Électrique toute seule. Électrique, elle rentre dans sa petite niche rechargée. Oui, c'est un robot tondeuse. Elle rentre toute seule et hop, et maintenant elle tombe sous la pluie, donc plus besoin de... S'il pleut, il n'y a plus de problème. Il y a de l'eau avec les poissons, ça vous permet d'être plus zen. En fait, il n'y a presque aucun entretien dans ce jardin, à part d'en profiter. C'est vraiment une pièce supplémentaire de la maison. Voilà. Alors, les astuces, c'est tout de suite. Quels sont les secrets de réussite d'un petit univers végétal? Peut-on parler aujourd'hui de confort et de sens au jardin? Comment ne pas être submergé par l'entretien? Autant de questions qui trouvent enfin des réponses avec ce petit cocon synonyme de bien-être. Tous les ingrédients sont réunis pour en profiter toute l'année, même en hiver. Petit ici veut dire grand, alors quelles sont les astuces? Pour agrandir visuellement le jardin, le premier réflexe, s'il y a possibilité, c'est d'essayer d'aller chercher la diagonale. La diagonale, c'est chercher le point de fuite le plus important du jardin, le fond du jardin, et d'essayer de trouver une diagonale jusqu'à sa maison pour avoir la distance la plus importante du jardin. Deuxième solution, c'est de travailler en mouvement, en courbe, en sinuosité. La troisième solution, souvent, c'est de travailler dans un cercle parfait. Donc on va écarter les murs visuellement et là on va être obligé d'introduire souvent à l'intérieur un objet plutôt contemplatif, une fontaine, un bassin, une statue. Ici, les éléments principaux sont proches de la maison. Différents lieux intimes disposés à l'ombre ou en plein soleil correspondent à l'envie du jour. Couleurs, fragrances, volume, le tout est mixé avec brio pour exalter tous les sens. On a essayé de travailler tous les sens. Donc c'est le feu avec un bras zéro, c'est la source, l'eau, avec une poterie fontaine et ça peut être un point de fuite, une construction bois, un pavillon de jardin. La bonne idée ici, des végétaux émergent du gravier et se font une place au soleil, ce qui donne un côté plus vrai, plus nature. Créer des mouvements et forcer sur la sinuosité. Aucun végétal ne se ressemble ni par sa fleur, ni par son volume. La différence crée l'unité. L'eau est essentielle au jardin, elle atténue les bruits environnants, attire faune et flore, mais aussi elle inspire le calme et la fraîcheur. Ici, le jardin est sous couvert d'arbres, l'eau permet de capter la lumière et d'éclairer naturellement le jardin. Adopter des végétaux filtres, c'est-à-dire des végétaux dans lesquels le regard n'est pas bloqué, c'est très important, ça permet de voir le fond du jardin à travers un premier végétal. Pour plus de tranquillité et d'esthétisme, misez sur une technologie très au point. La tondeuse robot, ça sert d'abord à libérer du temps. Et puis, esthétiquement, on a toujours un gazon qui est très régulièrement, tous les jours tondu, plusieurs fois par jour. Et donc, on a toujours la même hauteur de gazon. Un gazon net va mettre en valeur considérablement les massifs qui l'entourent. Les bruits des oiseaux ne vous suffisent plus? D'autres solutions sont disponibles. La musique est très importante parce qu'elle fait appel à un autre sens. Quand on a un espace petit, on peut avoir un coin qui va être attrayant parce qu'il y a un appel de musique, par exemple. Ça fait apparaître d'autres sens et non plus uniquement la vue. 300 mètres carrés de pur bonheur avec une foultitude d'idées à reprendre chez vous pour vous créer un petit cocon vert utilisable toute l'année sans véritable entretien. Un petit peu quand même. Il y a le chauffage, il y a la musique, il y a la tondeuse qui travaille toute seule, il y a le petit coin poisson où on est tranquille, il y a une petite terrasse. La tondeuse, elle fait radio FM aussi, non? Non, mais il y a aujourd'hui dans le jardin, vous pouvez mettre des petites enceintes qui résistent aux intempéries et vous pouvez avoir de la musique dans votre jardin. C'est ça, voilà, cette petite enceinte. Ça, c'est une enceinte, oui, exactement. Moi, je croyais que c'était une poubelle. Non, ça fait de la musique, ça marche en Bluetooth. En Bluetooth, merci beaucoup. Et là, qui vous prend par le bras, oh là là là.
c'est magnifique. Je suis sûr qu'il était basque. Et c'est Il était magnifique basque, lui. d'avoir Bon, un alors. concentré de Pays Basque. Si je vous montre cette petite gamme courte, comme on dit dans le jargon du métier des cosmétiques, ça veut dire encore ce qu'il faut comme produit, soin visage, sérum, gommage et bientôt, j'espère, d'autres produits, parce que c'est tout nouveau comme histoire. Si je vous montre ça, je vous montre aussi un petit peu de Biarritz, d'Anglet, d'Arcachon, de Saly de Béarn, Saly. village thermal. Salis Ou Salis Salis de Salis de Béarn, Béarn. pardon, village thermal, 26 oligo-éléments dans cette eau thermale qui sont très bénéfiques pour la peau. Plutôt une gamme anti-âge. L'idée d'une femme, Nathalie Laforgue, qui a une fille qui a une peau assez sensible, qui veut créer des cosmétiques. Ils sont bio, complètement éco-certifiés et qui aime ô combien son Pays Basque et qui a tout mis dans ces petites bouteilles. Eh bien, regardez. Vivant au Pays Basque, j'ai voulu incorporer dans chaque formule de nos soins des actifs issus de producteurs locaux, du Pays Basque et des alentours. Donc le fil conducteur de notre gamme, c'est l'alliance entre la terre et l'océan. Dans nos produits, on va retrouver une eau de source. Cette eau thermale est gorgée de oligo-éléments et de sels minéraux au nombre de 26, ce qui est exceptionnel et exempt de toute pollution parce qu'on va la puiser à 200 mètres de profondeur. Ce concentré d'eau thermale, on va le retrouver dans notre sérum visage pour une action anti-fatigue, reminéralisante et revitalisante. De cette eau thermale, on va en extraire la fleur de sel qui va cristalliser en surface au contact de la chaleur du soleil. Cette fleur de sel est très blanche, très pure et elle a une forme pyramidale, ce qui va permettre en fait d'avoir une excellente exfoliation pour le corps. Dans nos soins, on va retrouver des huiles issues de l'agriculture biologique. On a une huile qui est cultivée dans le Gers, c'est l'huile de cameline, qui a d'énormes vertus pour la peau, pour les peaux sèches, réactives, sensibles, pour une action apaisante et anti-inflammatoire. Cette huile, on va la retrouver dans notre soin pour le corps. L'herbe marine que nous retrouvons dans notre sérum visage, nous allons la récolter sur le bassin d'Arcachon, puisqu'elle nous est livrée directement par la mer, puisque c'est une herbe qui vient s'échouer à marée montante sur les plages. Donc nous récoltons cette herbe qui nous est apportée directement de l'océan. Cette herbe marine, on la récolte de début septembre à fin octobre. Cette herbe marine va booster la production des fibres de collagène et d'élastine pour apporter beaucoup plus de fermeté et d'élasticité à notre peau. Cette herbe marine est pour la première fois utilisée en cosmétique et vient d'être découverte pour ses vertus exceptionnelles. Le défi en créant cette gamme de soins, c'était de trouver un actif local, inédit dans les cosmétiques, et d'incorporer dans chaque produit les richesses de notre région. Un petit coup de dictionnaire encore. La Christ marine. Eh bien, cette herbe marine que l'on trouve voilà, au bord de la plage à Arcachon, ils l'ont étudiée et ils ont trouvé des vertus intéressantes pour la peau. C'est l'une des premières fois qu'on l'utilise en cosmétique. Et Nathalie Laforgue est allée chercher aussi des agriculteurs en bio pour cette huile de cameline, huile de graines de lin. Graines de lin. On appelle Cézanne d'Allemagne aussi, famille du chou. Voilà. Et très très bonne pour la régénération de la peau. Et on a plutôt affaire là à une gamme dite anti-âge pour des peaux. Pour nous, ça. D'accord. Voilà, c'est pour nous. Vous voulez un peu là? Oui, je veux bien. Okay. On verra. Après. Dans l'actualité. 10 sous, 10 sous, c'est pas beaucoup, 10 sous, voilà, 10 sous. 10 sous à qui dit mieux, on sous, monsieur, monsieur est amoureux, tant mieux. On sous, voilà, on sous, c'est court, un beau chacun l'amour, c'est comme du velours. Quand on est un peu à distance, quand ça essayez de vous approcher, vous allez voir. On voit pas les petits brins de paille qui sont. C'est tellement raffiné, William. Lison de Cône, c'est la collection de Lison de Cône qui met en vente sa collection personnelle mercredi prochain à Drouot. Et c'est vraiment, William, la collection de toute une vie, d'autant plus que Lison de Cône, c'est la petite fille d'André Groux. André Groux, c'est un célèbre décorateur et designer de la période Art déco. C'est le père de Benoît.
C'est le père de Benoît, exactement. C'est le père de Benoît, et Lison, c'est la demi-sœur d'Antoine. Voilà. Je vous fais tout l'arbre généalogique de Non, la famille. on va peut-être pas faire C'est là. nécessaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la petite fille d'André Groux. Donc ce décorateur qui a remis un petit peu au goût du jour, au moment de cette période Art déco, qui a remis au goût du jour la marqueterie de paille et qui a donné à Lison l'envie d'en faire son métier. Alors dans cette collection, vous allez découvrir des très belles pièces des 17e, des 18e siècles. Alors au 18e siècle, c'était souvent les ébénistes ou les artisans qui n'avaient pas forcément d'argent pour se payer des beaux plaquages de bois, qui prenaient la paille pour imiter le bois, mais ils faisaient des choses extraordinaires. Et puis il y a aussi dans cette collection des objets du 19e. Alors là, c'est ce qu'on appelle les objets de bagnards, parce que c'est une période où la marqueterie est un peu moins en vogue. Du coup, ce sont les bagnards souvent qui les travaillaient dans les bagnes, parce qu'il fallait énormément de patience et beaucoup de temps. Il fallait du temps, hein. Ils étaient là-bas au bagne. Voilà. Les bagnards en avaient, et il y avait carrément des ateliers de bagnards qui faisaient ces petits objets absolument merveilleux. Vous allez voir, nous avons rencontré Lison de Caunes qui nous présente cette collection. Regardez. Mon grand-père s'appelait André Groux, il était décorateur pendant la période Art déco et il a travaillé le galuchat, le parchemin, bien sûr tous les bois précieux de l'époque et la marqueterie de paille. Et cette table, elle est de mon grand-père, sentimentalement, j'y tiens beaucoup. Il y a toutes sortes d'objets, ça commence au XVIIe siècle. Ensuite, 18e siècle, qui était l'âge d'or de la marqueterie de bois et aussi de la marqueterie de paille. Et puis toute la collection des objets du 19e, qui était faite par les bagnards et par les marins, qui ont fait des objets tout à fait magnifiques, y compris des coffrets. Au 18e, ces coffrets étaient souvent offerts lors des traînes ou pour des mariages ou pour des anniversaires. Très souvent, il y a des petits casiers, on les ouvre et à l'intérieur, il y a des petites gravures avec des petites légendes, plein de petits signes amoureux. Il y a aussi beaucoup de coffrets de bagnards qui sont très beaux. Il y en a un avec une petite carte de visite à l'intérieur où les bagnards expliquent qu'ils ont fait ce coffret pour remercier le médecin qui est mort de la fièvre jaune en soignant les forçats de Lille. Tous ces objets 19e, même s'ils sont des objets souvent un peu rustiques, ils ont été faits dans des conditions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc je trouve que tous ces objets ont une histoire très émouvante. On trouve aussi des meubles en marqueterie de paille. J'ai restauré récemment une table d'accoucher, ce qui est très rare, avec l'écritoire, les petits casiers. En fait, les gens qui ont travaillé la marqueterie de paille, ils ont toujours essayé de faire aussi beau que la marqueterie de bois. Donc, ils n'avaient pas de limite, ils essayaient vraiment d'aller jusqu'au plus fin détail. Donc, on a souvent des objets assez exceptionnels de raffinement. Je suis triste parce que tous mes objets vont s'en aller, mais vers d'autres collectionneurs. Moi, je collectionne ces objets depuis plus de 25 ans. J'en ai profité beaucoup, je les ai beaucoup montrés, je les ai tous restaurés, je les connais par cœur. Et maintenant, je tourne la page pour aller plus vers le travail de la création de marqueterie de paille. Et finalement, je suis assez contente de tourner cette page. Mais elle fabrique. Elle a son atelier. Alors voilà, jusqu'à maintenant, elle a fait beaucoup de restaurations. Aujourd'hui, elle veut vraiment se consacrer elle veut vraiment se consacrer qu'à la création. Elle a d'ailleurs ouvert récemment un atelier à New York parce que beaucoup de décorateurs font appel à elle, mais elle crée des choses ça n'a plus rien à voir avec les pièces anciennes d'à côté. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Et de loin comme ça, si on met pas sa main dessus, on a l'impression que c'est du bois. Oui. Eh bien non, ce n'est pas du bois. Donc voilà, la vente a lieu mercredi prochain à Drouot. C'est la maison de vente Bossan-Lefebvre et c'est Maître Bossan qui sera au marteau. Merci beaucoup, Mélanie. En fin d'émission... Et on commence avec de la nourriture. Vous savez, William, parce qu'on en a déjà parlé ici, que c'est l'année des légumineuses. Vous savez ça? C'est l'année des légumineuses? Oui, c'est l'année des légumineuses. C'est pas la journée des légumineuses. Non, l'année. C'est l'ONU qui a décidé ça. Sauf que quand on sait ça, on est bien avancé. On n'a pas forcément en tête une recette à base de fèves ou de pois chiches. Heureusement est arrivé Notre Temps Santé, supplément au mensuel Notre Temps, qui nous rappelle donc les bienfaits de ces plantes, source de protéines, ça peut presque remplacer la viande, elles sont pleines de minéraux, de fer, de vitamine B et pas de cholestérol. C'est aussi un aliment qui cale, vous n'avez pas faim une heure après.
Le mieux, c'est d'associer pour la santé une légumineuse avec une céréale et une noix. Là, dans ce couscous, c'est tout ce qu'il faut faire, parce qu'il y a les pois chiches, donc c'est la légumineuse, la semoule, c'est la céréale, puis il y a des amandes, et puis bien sûr, couscous Carottes, végétarien petites carottes, avec plein de légumes, oignons. voilà, des navets même, vous voyez sur la droite. Alors, ça, couscous, c'est très bon, mais c'est pas nouveau. Essayez donc aussi la salade de fèves. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup plus original. À part autour de la Méditerranée, on fait peu de fèves en France, avec du blé germé ici, des graines de grenade ou des feuilles d'épinards. Pour les plats chauds, voici une salade de quinoa aux fenouilles. Alors le quinoa, c'est à droite, hein, c'est la petite assiette. Le quinoa, vous savez, ça ressemble un peu à de la semoule. Ça aussi, c'est plein de protéines. On fait rôtir des quartiers de fenouil avec de l'orange. C'est très mode, ça. Hein. Quoi, le quinoa ça, là. Le quinoa. Oui, Je c'est un peu... suis pas sûr qu'on fait des chefs-d'œuvre avec, mais bon. C'est un peu la céréale du bobo. C'est pas une vraie céréale d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est pour rechanger de la semoule, tout simplement. Voilà. Ça change. L'autre plat à gauche, c'est des navets et des topinambours. Alors là, on parlait de bobo, c'est avec du tempeh. Le tempeh, tout bêtement, c'est des cubes de soja. Donc, vous trouvez ça dans les magasins bio. Bah oui, non, mais ça n'a pas de goût en soi. Ça va avec autre chose. Ça fait c'est la protéine, en fait. Ça remplace la viande. C'est le nom, tempeh. Oui. C'est du soja. Ne cherchez pas. Voilà. Dans les magasins Bonne bio, chance. vous épaterez, bon appétit. vous épaterez vos invités. Non, mais tout ça, c'est végétarien, ça change. Si vous voulez vous mettre au plat végétarien, pas forcément tous les jours. C'est des trucs originaux. Si vous en avez marre de votre entrecôte frite. Et le tempeh, on peut le tremper dans le café ou le thé à cette heure-là? Non, on peut On pas. fait ce qu'on veut, écoutez, mais je vous le déconseille. Alors, vous préférez peut-être, c'est toujours de la santé. Dans le magazine Prima, eux, ils nous parlent du Golden Milk, de lait d'or. Ça, c'est une boisson. Ça, j'ai déjà goûté, contrairement au reste, et c'est très, très bon. Vous faites avec du lait de coco ou du lait de soja, et surtout du curcuma. Vous connaissez peut-être le curcuma, cette épice très orangée. Alors, il vous explique tout. On fait chauffer, on met du miel, du curcuma, et des épices, par exemple, de la cannelle ou du poivre même. En Inde, ils font beaucoup ça, de la cuisine avec du curcuma, et figurez-vous qu'on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup moins de cancer que les autres en Inde. Parce que c'est marqué là, il y a marqué antioxydants. Exactement, c'est plein d'antioxydants. Donc, buvons du curcuma. Et puis décidément, tous les magazines nous parlent de notre santé et de notre bien-être, puisque même Books, le magazine des livres, en parle. Alors ça, c'est notre santé et c'est une plongée dans l'histoire. Books nous révèle qu'autrefois, on ne dormait pas d'un coup, comme aujourd'hui. On faisait 2 petites nuits. On dormait 4 heures. Il y a un historien américain qui a étudié les écrits du 15e, 16e siècle, les romans, les journaux intimes, les comptes rendus de tribunaux, etc. Il a découvert qu'à l'époque, donc, on se couchait quand la nuit tombait, puis on se relevait vers minuit, 2 heures du matin, et puis c'était normal. On travaillait, on mangeait un peu, on faisait des choses avec madame, puis on se recouchait, et on finissait sa nuit. Et apparemment, c'est un rythme plus normal, plus naturel pour la plupart des gens. Si vous avez des insomnies au milieu de la nuit, c'est peut-être que vous êtes parfaitement normal, mais que la société ne l'est plus. Oui, sauf que vous ne vous serez pas couché avec le soleil. Bah non, évidemment. C'est ça qui a changé aussi. C'est le soleil qui menait la danse à l'époque. Donc l'historien américain dont j'ai parlé en a fait un livre, hélas pas traduit en français. Du coup, allez sur le site web de Books qui vous expliquera tout ce qu'il y a dans ce livre. On me dit que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Bon, vous avez dit ça? Eh oui. En français, on vous l'a dit? En langue des signes derrière la caméra. Merci beaucoup. Il aurait beaucoup aimé Charlie Chaplin. Si on lui avait prêté un triporteur, vous êtes allé jusqu'où avec votre triporteur cette fois-ci? Alors là, nous sommes allés cap à l'est, du côté de Metz, à 20 minutes, 25 minutes de Metz. Très bonne idée. Et très bonne idée, hein, quand même. Et alors, nous sommes allés à Folquemont. Vous avez été voir toute sa famille, sa maman? Là-bas, ils ont des fans. Hein. Oui, ils étaient nombreux, ils m'ont demandé comment il est en vrai, tout ça. Voilà. Bien sûr. Non, je suis allé là-bas parce que du 15 août au 15 septembre, il y a un fruit merveilleux. La Mirabelle. La Mirabelle. Mais le problème de la Mirabelle, c'est que ça dure pas longtemps. 3 semaines, 4 semaines. Là, elles étaient un petit peu tardives, donc jusqu'à fin septembre, il y en a eu encore un peu, mais c'est très compliqué. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis allé voir un chef et il m'a dit, on va en faire des bocaux. Ou des confitures. Et c'est vraiment la saison. C'est-à-dire qu'on est en plein dans la saison où là, en cuisine, on a envie de capturer l'été, capturer tous nos fruits et de les mettre, de capturer cet instant. Oui, mais il ne met que des Mirabelles et visiblement pas que ça. Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'on va pouvoir réveiller un petit peu les bocaux un peu tradis et le faire de manière plus florale, avec des fleurs du moment. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre une parenthèse de cet instant. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que nous sommes allés voir Loïc Villemain. Loïc Villemain, il a 29 ans.
Il s'appelle Loïc, donc déjà, c'est un Déjà, bon c'est point. bien. C'est Déjà, un bon c'est point. une qualité. Et c'est il a point un talent fort. extraordinaire, c'est qu'il a eu une étoile. Il a été le plus jeune étoilé au guide Michelin il y a quelques années. Il l'a eu à 24 ans, son étoile. Sa maman, elle faisait des pizzas. Elle avait un restaurant. Ils ont acheté un établissement en face d'un golf. Lui, il a dit, moi, je m'occupe du restaurant gastronomique. Toi, tu cuisines à côté. Ils sont ensemble dans la cuisine. C'est ça qui est assez marrant. Et là, vous êtes face au golf. Et alors là, on est allé sur le green avec un triporteur. C'était pas très protocolaire. Mais oui, voilà. Alors, Mais- ils vous ont viré, non? Ah non, parce qu'on avait la carte. Hein. Madame, on vous l'emprunte 2 minutes. Quand vous avez reçu l'étoile il y a quelques années, vous aviez quel âge? 23 ans. Plus jeune chef étoilé de France? Oui, c'est exact. De l'histoire du Michelin même, il paraît. Plus maintenant, mais fut un temps, oui. La maman fait des pizzas juste à côté, là. À côté, même dans la même cuisine. Vous êtes à côté, le fiston, et vous faites une cuisine étoilée, gastronomique. Exactement, c'est exactement ça. On peut faire les deux en même temps. Sans problème, sans problème. Ça, il y a certaines tensions parfois, c'est certain. Il y a 2 générations différentes dans le même lieu, 16 heures durant, c'est compliqué. Bonjour Pascal. Bonjour Loïc, bonjour Loïc. Ah oui, ça c'est marrant ça. C'est Loïc au pluriel. Ouais. Ici, c'est 1600 espèces fruitières, 30 000 arbres, la plus grande collection de framboisiers au monde. Nous avons 96 variétés de framboisiers. Ah oui, au monde, rien que ça. Pour les chefs, c'est quand même le paradis là, non? Tout à fait. On a déjà le plaisir de venir déguster sur l'arbre, de voir les différentes variétés. En plus, on a un panel de fruits exceptionnels. S'il y a des chefs là, devant la télé, qui se réveillent, qui se disent punaise, ce mec, il a des beaux fruits, vous pouvez leur envoyer? Ah ben bien évidemment, il y a plein de chefs comme en Moselle, il y a aussi des grands comme Michel Brasse, comme Olivier Rollinger qui viennent souvent sur le site et qui viennent déguster nos fruits. Donc il faut venir nous voir. D'accord. Et puis il n'y a pas que les chefs. Ouais. Il y a aussi tous vos téléspectateurs qui peuvent venir voir, venir sentir les fruits et venir les tester. C'est presque le paradis. Bon, et dans le paradis, il y a combien de tonnes en octobre là? Il y a combien de tonnes de pommes à écouler? Cette année, 70 tonnes. Ah, bon, il y en aura pour tout le monde. Voilà, pas de problème. Come da porta picchita va bene. Si tu la parla Bonjour. miezza americano. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, c'est pas très réglementaire là, non? Non, pas forcément, pas vraiment. Alors, là, on va forcément cuisiner la Mirabelle, mais comme on est sur la fin de saison, on pense à la mettre en bocal, c'est ça? Exactement. Voilà, déjà on va tout préparer, donc dénoyauter les mirabelles, gratter les girolles, les couper en 4, éplucher les betteraves, les couper, les oignons de la même façon. Alors ensuite on va apporter sur les éléments, les légumes, un peu une touche de sel pour la conservation. On va tout monter avec les fleurs dans le bocal et on va verser le jus de pickles bouillant dessus. Alors, le jus de pickle, c'est quoi en fait? Alors c'est une composition à base d'eau, de vinaigre blanc, de sel et de sucre. Là on a ajouté également des épices plus ou moins locales, c'est-à-dire le carvi sauvage. On a ajouté également les fleurs de capucine donc pour le côté poivré et les fleurs de souci pour le côté floral. Bonjour. On est sur un golf hein, en même temps. Hein. Là, finalement, on a renfermé un petit bout de la Lorraine, là, quand je vais repartir avec ça sur le triporteur. Exactement. Il reste combien de temps? Alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut laisser les fleurs, tout ça, se diffuser. Donc, il faut plutôt manger ça à Noël, c'est-à-dire dans 1 ou 2 mois. Mais ça a quel goût, cette espèce de... C'est une salade de fruits qui dit pas son nom. C'est pas vraiment une salade de fruits parce que c'est vinaigré. Comme il y a des champignons, voilà. Aussi, mais non si vous enlevez le vinaigre, vous enlevez les girolles et vous y mettez un sirop de sucre et ça devient quelque chose de confit aussi. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et alors juste Loïc Villemain, son restaurant Le Toya, il faut vraiment le repérer parce que je pense qu'il va aller très très loin. C'est vraiment une pépite. Moi, c'est mon coup de cœur depuis septembre. Là, depuis cette rentrée, je trouve qu'il travaille de manière incroyable. Il est au bord de la 2e étoile, là, Ah non? bah là, Allez. je ne dis rien. Non, je dis ça, moi, ça va. Lui, il ne faut pas qu'il le dise, Ah sinon non, ça va lui porter malheur. on n'a rien dit, mais en tout cas, vraiment, allez-y, c'est incroyable. C'est au golf de Folquemont et on n'est pas obligé d'être golfeur. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir, à plus tard, madame. Nous, on se retrouve, monsieur aussi, après le journal et la météo, que voici ensemble. À tout à l'heure. Dans ce monde, quelqu'un qui n'aurait Oh là, pas
Ça sent la French comédie musicale, non? That is French comédie musicale, mais franchement, vous allez voir Oliver Twist, vous êtes à Londres, vous êtes à New York, vous dites que c'est formidable. Honnêtement, moi, je suis pas franchement toujours extrêmement... je cours pas après ça. Et là, il y a 14 comédies musicales en cette rentrée parisienne. Il faut un peu trier le bon grain de livret. Et Oliver Twist, franchement, c'est bien. Nicolas Mottet, 16 ans, qui joue le rôle d'Oliver Twist que l'on vient d'entendre. Non mais attendez, c'est une création française, c'est une adaptation d'un spectacle américain ou anglais? Création française. C'est né outre-Manche et outre-Atlantique en 60 et en 63, pour être très précis. Il y a eu une première version française qui a été faite à la fin 2008-2009, qui s'était jouée au Trianon. Là, c'est vraiment une création mise en scène par Ladislas Chola. Ladislas Chola, c'est le metteur en scène qui, entre autres, avait eu le génie de mettre en scène la maladie d'Alzheimer dans cette pièce magnifique qui s'appelait Le Père, avec pièce écrite par Florent Zeller, avec Robert Hirsch. Et mettre en scène quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, c'était vraiment du pur génie. On se représentait sur scène ce que lui voyait ou ne voyait pas, et c'était génial. Et là, franchement, entre les costumes, vous vous souvenez, Jean-Daniel Villermoz, dans ses portraits de l'ombre que l'on aime bien faire le matin, on vous l'avait présenté il y a quelques mois, au moment où il était en train de créer les costumes d'Oliver Twist. Là, on a pu les voir, ces costumes sur scène. Orchestre sur place Orchestre, 6 musiciens sur place qui jouent divinement bien. Sincèrement, moi, je suis pas du tout fan de... La salle, maintenant, c'est quoi? C'est la salle Gaveau, et c'est plein, et ça fait un carton. Ils devaient aller jusqu'au 30 octobre, ils vont prolonger jusqu'après les fêtes. Bon. C'est franchement génial. Regardez. Qu'est-ce qui vous manque maintenant? De l'entendre, pardi. Voilà. Jour après jour, on en fait le tour. Tous les jours, la même assiette, le même bouillon, soir et matin. L'histoire d'Oliver Twist, c'est à Londres au 19e siècle, un orphelin, Oliver Twist, qui va quitter l'orphelinat pour partir à la recherche de lui-même. Et en cherchant ses origines, il va se trouver lui. C'est-à-dire qu'en fait, il va découvrir son caractère, il va découvrir sa force, il va découvrir ses ambitions, il va aller au bout de ses rêves. Tu avais 2 jours quand on t'a déposé ici. Ta mère avait déjà passé l'arme à gauche et c'est moi qui t'ai élevé. Qui vous ai tous élevés ici. Et si je dois remuer ciel et terre pour retrouver mon père, je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Il sera fier. C'est la musique qui m'a donné envie de mettre en scène ce spectacle. Le compositeur de la musique a fait un boulot formidable qui fait que d'un coup les chansons, elles amènent de la poésie, elles amènent de la modernité, elles amènent de l'humour souvent. Et c'est vraiment moi la musique qui m'a emporté. Si tu cherches un petit quelque chose, c'est bien ici qu'il faut que tu roules. Y'a pas d'erreur, tout est fait mon bien, pendant que tu parles de bonheur. Si tu cherches un petit quelque chose, il faut que tu restes avec moi, je te fais visiter les coins de secrets du marché. Vous dites de cette œuvre qu'elle n'a jamais été aussi contemporaine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oliver Twist, ça parle d'abord du quart-monde, ça parle des gens qui vivent dans la rue, des gens qui n'ont rien et qui en fait, pour vivre, doivent se battre au quotidien pour arriver à manger quelque chose. Ça parle de ce monde-là et de quelqu'un qui veut essayer de se sortir de ce monde-là. Et c'est tellement difficile, mais il y arrive. Voilà. Donc c'est un message plein d'espoir en fait. Je crois qu'on a besoin dans notre époque de ce genre de message. Il faut que les costumes soient habités. Il faut qu'on ait l'impression que l'acteur vit dans son costume depuis tout le temps. On a trouvé des couleurs, des carreaux, des choses qui se heurtent pour vraiment que ça fasse un côté anglais. Je trouve que la misère est toujours montrée de la même façon au cinéma ou au théâtre. C'est que les gens misérables sont toujours en marron, en gris, dans des teintes un peu éteintes comme ça. Et moi, je me suis dit, je ne vois pas prendre la couleur aux gens qui n'ont rien. Au moins, ils ont droit à ça, la couleur. Si tu te promènes dans la rue, seul le soir où t'es perdu, on sera pas très loin, ça tu peux compter dessus. On se sent comment à 1 heure du lever de rideau, à soir de première? C'est vrai que j'appréhende un peu, j'évite de trop me prendre la tête. Pour l'instant, j'essaie de rester concentré. Mais j'essaie aussi de me rappeler que cette fois-ci, il y aura le public. Ça va tout changer. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens se disent ce soir en sortant de cette salle? J'aimerais qu'ils soient émus. En tout cas, vous l'êtes déjà.
donne envie. Hein. Et vous venez d'entendre, ce qui est intéressant avec les French Comedy Musicals, c'est que c'est en français. Voilà. Ça, Et s'il vous franchement, plaît. c'est bien orchestré, c'est bien joué et c'est sublimement mis en scène par Ladislas Chola. Je n'ai aucun intérêt avec ce monsieur, je ne le connaissais pas avant de le rencontrer. Je le dis, mais alors vraiment, Et le c'est petit jeune génial. homme, il est bien, là. Nicolas Motet, 16 ans, il est sur scène depuis l'âge de 9 ans, donc il a quelques années de carrière déjà. Alors on reste. De bande dessinée. De roman graphique. Excusez-moi. Roman graphique, Oh, William. qu'est-ce que j'ai osé dire, roman Ça graphique. fait combien de temps que je vous apprends que les oui. nouvelles bandes dessinées ont des formats plus petits et racontent des histoires qui sont plus proches de la vie que celles des super-héros qu'on connaissait avant. Bon. L'Arabe du futur, Ah oui, ça, c'est Riyad Sattouf, 3e volume d'une jeunesse au Moyen-Orient. Vous savez que ce livre est un phénomène. Oui, Il est pareil. sorti en France chez Alary Éditions. En France, les 2 premiers volumes, il en a vendu 700 000 exemplaires. Ah oui, quand même. Dans le monde entier, il s'en est vendu 1 million. Le livre est traduit en 17 langues, traduit aux États-Unis, ce qui est rarissime pour une bande dessinée française, mais oui. aussi en norvégien, en Non, polonais. mais est-ce qu'au absolument Proche-Orient, il est partout. traduit Je ne sais pas. Eh ben moi, je j'ai ne suis pas l'impression que sûre. non. Et pas dans son pays d'origine, en tout cas. C'est bien dommage. Parce que, alors, il y a plusieurs explications à ce succès. D'abord, parce que l'histoire de Riyad Sattouf, qu'il raconte dans ses volumes, est absolument formidable. Sa mère est bretonne, son père est syrien, et il racontait dans les 2 premiers volumes ses premières années en Libye d'abord, en Bretagne et en Syrie, et le 2e volume, c'était en Syrie. Là, on est de 1985 à 1987, en Syrie, Riyad, il a entre 6 et 9 ans. Alors, ils sont en Syrie, mais ils sont dans le village de la famille de son père, qui est un village moyenâgeux. La mère bretonne, elle dit que c'est le Moyen-Âge. Honnêtement, elle n'a pas tout à fait tort. C'est un tout petit village. Riyad y va à l'école. À l'école, quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On chante l'hymne national. Et après... À la gloire de la famille Assad. Ça, bah, il vaut exactement. mieux, hein. Ah bah oui, parce que Oui, sinon vaut on a mieux. beaucoup de soucis. Et après, on reçoit beaucoup de coups de bâton. C'est une école Ah oui. fondée sur quand même beaucoup l'humiliation. Alors le petit Riyad, il travaille très très bien, mais un jour il sèche l'école et là il se dit qu'il va lui arriver ce qui arrive aux enfants qui font des bêtises énormes. C'est une sorte de simulacre d'exécution où on vous frappe les pieds, donc il pleure et son père va finir par aller donner de l'argent au maître pour lui éviter l'humiliation. C'est vous dire que le quotidien est très difficile. Les parents se disputent énormément parce qu'elle, on la comprend, la mère, elle voudrait rentrer absolument en France. Et lui, il est professeur, il a une certaine respectabilité là où il est, et il dit, les Français n'aiment pas les Arabes et je serai personne, je n'existerai pas en France. Donc la mère, elle sombre un peu dans la dépression, elle passe son temps à faire un puzzle de 5000 pièces je sais plus, de Saint-Malo, je crois. Et le père, il essaye de prendre sur lui, il essaye d'être un bon musulman, et tout d'un coup, il a une espèce de crise où il pète les plombs. Bon. Et puis le petit garçon, au milieu de tout ça, il grandit, et je pense que la raison du succès de Riyad Sattouf, c'est que c'est écrit par un type qui dessine vraiment très très bien. C'est vrai aussi. Et il a une manière de faire les visages, je trouve, de raconter les émotions d'un visage très très bien. Et en même temps, il raconte à hauteur d'enfant, comme s'il avait 6 ans. Parce que vos enfants, si vous avez des enfants de 6 ans, de 7 ans, si vous leur demandez de raconter leur journée, ils vont vous dire « j'ai mangé à la cantine » et puis « oh, il y avait une dame qui sentait pas bon » et puis la maîtresse a dit. Eh bien, Riyad, il vous raconte ça. Il vous raconte l'école, il vous raconte la dame qui sent pas bon, il vous raconte ce qu'il mange très très bien et il raconte ce qu'il entend de ses parents qui racontent la société, leur vie, leurs aspirations. Il y a un morceau de bravoure, c'est qu'il va voir Conan le barbare, il raconte le film, c'est génial, et il y a toute une thématique dans le livre que je ne peux pas trop vous dévoiler, mais c'est son zizi, parce que son papa lui parle de le faire circoncire, et on peut imaginer la panique que ça peut déclencher chez un petit garçon de 6 ans, je ne peux pas vous en dire plus. C'est formidable, à la fin, la mère lui dit « j'en peux plus, je ne veux plus aller en Syrie », et le père lui dit « ne t'inquiète pas mon chéri, nous n'allons pas y retourner, nous allons aller en Arabie Saoudite ». Et là, autant dire qu'on attend avec impatience le 4e volume. Ça s'appelle de tomber de Caraïbes. C'est ça l'histoire. C'est chez Alary Éditions et honnêtement, c'est tout à fait formidable. Mais il y a un prêtre copse là, non? Vous avez toutes sortes de personnages absolument géniaux qu'on rencontre.
rencontre, Non, ça se vous présente avez comme la ça, vous l'avez famille. compris, hein. Alors vous avez des couleurs différentes suivant Ouais. les pays. Quand on est en bleu, on est en Bretagne. Quand on est en rose, on est en Syrie. Quand on est en rouge, on est chez Conan le barbare. C'est vraiment une merveille d'intelligence. Ça marche dans 17 langues, mais ça pourrait marcher dans 34, dans 52, Bien tellement c'est formidable. Bon, Ça, qu'est-ce qu'on je a ne suis d'autre? pas la première à le dire. Ça, c'est une vraie découverte. Ah, on en Lolita parle beaucoup de ça. séchant, Les brumes de Sapa, publié chez Delcourt. Lolita séchant, je le dis tout de suite, c'est la fille du chanteur Renaud. Mais une fois que j'ai dit ça, ce qui est important, c'est de dire qu'elle a vraiment du talent. C'est son histoire qu'elle raconte comme Riyad Satouf. Dans ce livre, elle a 22 ans, elle habite chez sa mère, elle est un peu typique de la génération d'aujourd'hui qui se cherche, elle a fait une école de cinéma, elle ne sait pas très bien ce qu'elle a envie de faire. Et un jour, elle s'en va, ou presque elle fuit, elle part au Vietnam pour essayer de trouver un sens à sa vie et puis ce qu'elle a envie de faire dans la vie. Elle a fait d'ailleurs et les dessins et les textes de ce roman graphique. Elle part, elle a une paire de baskets, un crayon, un carnet et de l'imodium, dit-elle, on ne sait jamais. Et elle arrive... Ah ben elle a de l'humour en plus. Mais elle fugue ou elle fuit? Non, elle fuit une vie dans laquelle elle n'arrive pas à trouver sa place à Paris. Elle arrive au Vietnam. Elle explique qu'il faut tout réapprendre là-bas. Elle, qui se nourrissait, comme beaucoup d'ados, elle se nourrissait de kiri. Là, elle connaît rien à la bouffe. Elle apprend, elle dit, est-ce qu'on doit faire confiance à ces petits trucs qui flottent dans ma soupe, là ? Elle doit réapprendre, elle dit, à traverser la rue, dans une rue où le flux n'est pas du tout le même qu'en France. Elle commence, parfois c'est l'enfer, elle se fait morte par la ville de... C'est le nom d'une région. Le nom d'une région. Où, au bout de quelques mois, elle va partir et là, elle rencontre une petite fille qui a 12 ans et avec qui elle va nouer une amitié qui va justement lui donner le sens de sa vie qu'elle cherchait. C'est très joli, c'est très sensible. Vraiment, je trouve que c'est une fille qui a du talent et quel que soit son nom, je l'aurais aimé. Voilà, c'est chez Delcourt. C'est Lolita séchant. Elle a mis très longtemps à le faire. On voit que c'est du... Moi, j'aime bien les gens qui travaillent. Et là, on voit qu'elle a beaucoup travaillé. C'est de la dentelle, travaillé. hein, parce que c'est vraiment bien fait. Très, très joli. Merci beaucoup, Olivia. Vous avez vu dans... C'était une Mustang ambulette? Oui, Ford Mustang 390. S'il vous plaît. Donc, vous avez compris qu'un petit tour au salon d'auto, c'est... Il y a une exposition là-bas? Salon d'automobile, vous allez pouvoir voir comme d'habitude, chaque constructeur vient montrer sa dernière voiture. Donc vous avez des voitures très très modernes. Et puis, depuis un certain nombre d'années, ils se sont dit, tiens, on va mettre un pavillon à part dans lequel, justement, on va mettre d'anciennes voitures. Mais il faut bien trouver une thématique quand même à chaque fois, chaque année. Et donc cette année, c'est l'automobile qui fait son cinéma. Et l'automobile qui fait son cinéma, c'est qu'ils sont allés chercher dans tous les films et les séries qu'on connaît. Alors ça va de James Bond à Bullitt, en passant par SOS Fantôme, par des tas de repères qu'on connaît, Fantomas, etc. Et aussi des séries télé comme Le Mentaliste. Toutes ces voitures et tous ces véhicules qui sont devenus en fait pratiquement des stars, à tel point que certains films, Colombo, mais même certains films, La Coccinelle à Monte-Carlo, où vous avez carrément un personnage. Vous avez le chevaux de la bonne sœur dans les gendarmes. Dans les gendarmes à Saint-Tropez, vous avez le camion d'Anduel, vous avez, enfin bref, tout un tas de véhicules qui deviennent presque des personnages principaux. Et là, moi, j'ai découvert un métier. C'est historien des moyens de transport. C'est Mathieu Flonneau, voilà. Il est historien des moyens de transport. Qu'est-ce que vous faites? Je suis historien des moyens de transport. Il enseigne ça à l'université. C'est le spécialiste. Et donc, c'est lui qui a conçu toute cette exposition et qui a réussi à aller convaincre les collectionneurs de bien prêter qui la Ford Mustang, qui la Aston Martin, qui la 2 chevaux. Parce que vous allez voir, il y a une surprise avec James Bond, qu'on imagine toujours rouler dans des bagnoles, dans des voitures. Non, pardon. si. Vous allez voir, dans le sujet, vous allez découvrir que James Bond n'a pas roulé qu'en Aston Martin. Oui, bien sûr. Je me souviens de ce film. On démarre tout de suite l'automobile et le cinéma par l'Aston Martin de James Bond. Mais figurez-vous qu'il n'a pas toujours roulé en Aston. Non, il a roulé en BM, en Toyota, en Ford et même en Renault. En Renault coupé. Mais vraiment, coupé. Et en Dodoche. Eh oui, la Dodoche de Rien que pour vos yeux avec Carole Bouquet, voilà. Et d'ailleurs, on a sorti à l'époque une édition spéciale 007. Attention, avec évidemment les trous de balles. Cela dit, quand on voit dans quel état il laisse ses bagnoles, on comprend qu'il n'est pas toujours roulé avec des Aston. Hein. Bah oui, parce que quand même, regardez,
C'est des bagnoles à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça, monsieur. Faut apprendre un petit peu à faire des créneaux, James. Regardez, ça c'est la déesse du mentaliste. Simon Baker, l'acteur, a insisté lui-même pour avoir une déesse. Pourquoi? D'abord parce que c'est la voiture de Fantomas. Et ensuite parce qu'il voulait faire comme Peter Falk. Bah oui, Colombo, il a une 403. Où est-ce que j'ai mis les clés de ma femme? Bon alors, si les Américains aiment bien les Françaises, nous on aime bien les Américaines. Ça c'est la Ford GT 390 modèle 1968 de Steve McQueen. Et oui, souvenez-vous dans Bullitt, les rues de San Francisco, les cascades à 180. Bon alors le problème c'est qu'à 180 à l'heure, eh ben ils en ont cassé beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. C'est con, casser un bijou comme ça, non mais... Ah c'est sûr que c'est pas avec la 403 de Colombo que ce sera arrivé. Hein. Alors là, ça c'est sûr. Bon, on aurait presque préféré. Et puis, il y a la coccinelle, la petite Choupette. Alors attention, chez nous, Choupette est une fille, alors que dans la série originale, c'est un mâle qui s'appelle Herbie. Voilà. Et du coup, comme à l'épisode 3, Herbie se marie avec Gisèle, on a été un peu ennuyés en France. Ah oui. Donc on a changé son nom. Choupette, à l'épisode 3, s'appelle Roméo. Et Roméo, évidemment, épouse Juliette. Voilà, oh, mais c'est pas grave. Ça lui a fait bizarre de changer de sexe juste pour un épisode. Oh non, t'es pas Choupette, t'es petite Choupette. Choupette n'est qu'une voiture. Pour terminer, la bagnole des SOS Fantômes. Mais oui, attention, c'est une Cadillac Météor Miller, nom de scène Ecto One. Et ça, en fait, au départ, eh ben, c'est un corbillard. Voilà. Sauf que bon, dans le film, évidemment, on l'a repeint en blanc, puisque c'est supposé être une ambulance. Attention, une ambulance très très équipée, hein, avec par exemple la chambre de confinement spectrale. Ah, c'est là qu'on va attirer tous les fantômes, hein, les gars. Donc ça, c'est du matos de haute précision, de haute technologie. Hein. C'est un ventilateur. C'est une chambre spectrale. C'est juste un ventilateur. C'est un ventilateur, voilà. Bon, c'est pas grave. Allons casser du fantôme. Et on les embrasse. Ils font visiter. Et on les embrasse parce que les gars, ils sont là pendant toute la durée du salon. Non seulement ils vous font visiter, mais ils vous expliquent tout sur SOS Fantôme et tout, super sympathique. Il y a des collectionneurs qui vous laissent rentrer dans leur voiture. Mais moi, je leur ai dû dire. Pas tous. Ne le laissez pas rentrer, ce pas dingo. tous, pas tous. Mais justement, on les remercie ici vraiment, ceux qui nous ont laissé, parce qu'on a laissé les véhicules dans un état parfait. Vous pourrez y aller vérifier. T'as rien cassé ? C'est promis. Non, rien cassé. Voilà. C'est au salon de l'auto. Tiens, à propos de... Take it all, come on now. Show me how you take it all. You want my love. Eh bien, je ne saurais dire. Ça, c'est un vrai quiz. Ça. Actrice française. On la reconnaît un peu. C'est ancien. Ah non, c'est très récent. Très récent. Marion. Ah, Cotillard. Marion Cotillard. Dans le film Nine. Pas mal, non? Ouais. Il sait faire ça aussi. Oui. Bon, alors, donc, notre copine de Lina, on lui a demandé est-ce que vous avez ça dans vos archives? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et ça on remonte jusqu'à quand, là? On est allé un petit peu, on a fait 1960. On aurait pu remonter avant, même. Oui, c'est vrai. C'est déjà pas mal. Mais on avait envie de mettre un coup de projecteur, comme vous le disiez si bien, sur ces stars françaises qui, elles, ont fait des carrières qui ont très très bien marché. Alors on a choisi Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, lui, qui était déjà très connu en France, lui, il a entamé sa carrière hollywoodienne dans les années 30. Louis Jourdan. Le French lover hollywoodien, French évidemment, le oui, voilà. J'adore. Je le trouve très beau mec quand même, hein, très très beau mec. Et lui, effectivement, il avait les plus grandes stars comme partenaires, Sinatra, James Dean, Elizabeth Taylor. Lui, il a cartonné, il est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, l'année dernière, à Los Angeles. Lui, il s'est vraiment installé, il a eu une très belle carrière là-bas. Et puis, il y a ceux qui ont fait, en revanche, des incursions, je dirais, remarquées. Remarquez d'autres des incursions rapides et ils ont bien fait. Ouais. Alors, devinez qui j'ai mis, par exemple. Ah, je sais pas, incursion Michel Morgan? Non. Jean Gabin? Oui, bah, Simone Signoret, évidemment, parce qu'elle a eu l'Oscar, forcément, et vous la verrez, où elle est dans le doute encore, juste avant de la voir. Bardot. Oui, il y a Bardot, bien sûr. Puis il y a Gérard Depardieu. Alors lui, Gérard Depardieu, lui, il raconte... Si, bien sûr. Mais bien sûr, Gérard Depardieu... Avec Whoopi Goldberg. Ouais, et il raconte comment les Américains prononcent son nom. Alors il y a Isabelle Huppert aussi, qui, elle, parle trop. Il y a Annie Girardot qui raconte ses mésaventures avec les réalisateurs italiens. Regardez. On s'est étonné pendant longtemps, Brigitte Bardot, que vous refusiez les offres américaines, où vous faisiez les yeux doux et vous disiez non.
Est-ce que vous avez changé d'avis aujourd'hui? Non. Il n'est pas américain, ce film, il est anglais. Vous êtes quand même le seul Français qui ait été une star à Hollywood, Non, oui une ou non? star, qu'est-ce que c'est une star? C'est quelqu'un sur lequel on peut financer un film. Et cet Oscar de la meilleure actrice qui vous sera peut-être décerné demain, c'est mal ignoré. Vous y pensez, je pense? Oui, d'abord, j'y ai pas pensé beaucoup, parce que je sais très bien qu'en Europe, ça compte pas tellement. Alors, j'étais restée très européenne, comme ça. Mais tout de même, depuis 2-3 jours, ça commence à me travailler, parce qu'il ne parle que de ça ici. Moi, chevalier, pour vous, Broadway, cette fois, c'est un peu le retour au pays, c'est du moins ce qu'a dit la critique américaine. Quand je l'ai fait à 75 ans, j'ai cru que c'était tout de même mon sommet et ma terminaison. Et puis de voir que 2 ans après, à 77 ans, les choses vont encore mieux, c'est une chose très émouvante et très belle pour moi, et au point de vue humain et au point de vue professionnel. Les distances sont tellement grandes, vous êtes obligé d'avoir une voiture pour vous en sortir. Et c'est pourquoi on ne voit pas dans les rues, dans aucune rue de Hollywood, de Los Angeles et des alentours, des gens marcher. Même un chômeur à sa voiture. Même un chômeur à sa voiture, oui. Alain Delon en Chine, un phénomène inimaginable. Hier après-midi, ils étaient plus de 18 000 à venir lui faire la fête à Pékin. Quel regard vous portez sur la Chine maintenant? Je crois que c'est la Chine qui porte un regard sur nous. Je crois que l'ouverture, je suis le premier symbole de cette ouverture prônée au 13e congrès. Et je crois que la communication et l'ouverture vers l'Occident, je suis ce soir le symbole de cet Occident. C'est comme ça que je l'ai senti. Quoi, comment il t'appelle? Depardieu? Non, ils savent pas le dire. Un jour, je dis, ah ouais, you have to change your name. Ils me disent, je dis, mais merde, mon nom, c'est mon nom. Depardieu? Depardieu. Ils disent, des têtes de con. Avez-vous été heureux, tous les deux, de travailler avec Isabelle Huppert? Non, non, non. Je voudrais qu'elle la ferme de temps en temps pour qu'on puisse placer un mot. Elle parle trop. C'est impossible. Moi, j'aurais préféré les portes du paradis, personnellement, que la porte du paradis. Je trouve que dans le Gate, il y a une idée quand même de... Gate, c'est une idée de pluriel, quand même. Enfin bon, ça, c'est pas... Je devrais peut-être pas dire ça. J'ai tourné aussi avec un metteur en scène complètement malade, qui était là et qui disait alors Annie, alors oui, tu l'aimes. Alors regarde, t'es triste. Alors là, oui, tu l'aimes. Alors dis oui, je t'aime. Alors en même temps, il disait mon texte, en plus en italien, déjà que j'essayais de parler, c'était pas commun. Alors tiens. Alors regarde à droite, regarde, t'es triste. T'es gai. Alors tu vas à droite, tu vas à gauche. Mais j'écoute, faut pas la peine, laisse-moi tranquille. Alors là, il y avait qui derrière? Lino Ventura, oui, Lino Ventura, mais bien sûr. Oui. Alors, vous savez, William, l'actrice la plus... encore. Oh oui, j'adore, moi aussi. Vous savez, l'actrice la plus à l'honneur en ce moment, c'est qui, à votre avis? À Hollywood? Cotillard, non, en France et à l'étranger, pardon, excusez-moi. En France et à l'étranger. Devinez. En ce moment, on en parle beaucoup encore. Catherine Deneuve? Non, Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Et alors, en revanche, il y en a une dont on parle aussi beaucoup, c'est Marion Cotillard. Et alors, pas seulement pour ses rôles à l'étranger, mais aussi parce que le magazine économique américain People with Money a annoncé que c'était l'actrice française la mieux payée avec combien, à votre avis? 46 millions d'euros. Mais, Marion Cotillard. Ah, oui. Mais d'après les calculs, elle gagne beaucoup plus. 145 millions d'euros, elle pèserait. Ah bah oui, je vous dis pourquoi, vite fait, judicieux, placement boursier, patrimoine immobilier, elle a une ligne de vêtements, elle a une ligne de cosmétiques, elle a du parfum, elle a un club de foot, et oui, et elle a des restaurants. Mais où? Je vous jure, c'est vrai, apparemment elle a des restaurants dans Paris, elle a un club de foot à Paris, la ligne de vêtements s'appellerait Cotillard Séduction, le parfum c'est l'eau de Marion, et les restaurants, je vous dis, c'est chez la grosse Marion. C'est énorme, hein, 145 millions. Merci Marie. Allez, on passe à la revue de presse des magazines que vous... Merci beaucoup Julie. Allez, avec Damien Thévenot, on va s'intéresser à un garçon que vous connaissez, vous l'avez vu récemment à la télévision depuis quelque temps, et tant mieux. On l'avait connu autrefois dans un groupe de gens qui étaient très très talentueux et qui se sont fait connaître, c'est Bruno Salomon. Pour le plaisir, ne plus courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté. Oui,
c'est lui qui chante. Il sait même chanter, ce gars-là. Ah, il sait tout faire. Il lui. sait tout faire. hein. Ah, et puis, un bout de temps. Alors William, le précédent One Man de Bruno Salomon remontait... One Man Show, pardon, seul en scène, One remontait à 2003. 13 ans qu'il n'était pas remonté sur scène, ça le titillait. Et nous aussi, vous savez qu'il est sur France 2, Denis Boulet dans la série Fais pas ci, fais pas ça, dont la dernière saison vient de se tourner, la 9e qui sera diffusée et après ce sera terminé. William, les yeux dans les yeux, je sais que les politiques disent souvent ça et c'est là, ils mentent, mais moi je vous le dis, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de seul en scène. C'est d'une intelligence, il fait plus de 40 personnages, c'est pas le gars qui va arriver, qui vous fait du stand-up en disant ma femme, mon fils, non, il vous embarque dans une histoire totalement barrée, c'est un fou, mais un fou génial. Il y a une chaise sur scène, William, une seule chaise. Et pendant 1h30, vous voyagez avec lui, c'est désopilant. Ça, on le savait même à l'époque de Nous c'est nous, quand ils Nous-c'est-nous travaillaient avec Dujardin, avec Jean Dujardin, Ouais. ils étaient déjà formidables. Mais lui, là, franchement, mais courez au Petit Montparnasse l'applaudir, vous allez passer un moment délicieux, nous l'avons rencontré, regardez. Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup. Monsieur Salomon, bonjour. Bonjour, monsieur Thévenot, comment ça va? Bravo, très bien, et vous? Impeccable, hein, comme avant une première, quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu un orgasme et un fou rire en même temps. Toi, oui, apparemment. Il y a un petit peu tromperie sur la marchandise, c'est pas un one-man show. C'est un many-man show, votre spectacle. C'est 40 personnages. Oui, c'est une sorte de schizophrénie, on va dire que j'arrive pas à parler en étant que moi-même. Oui, non, je suis pas homo. Hein. Je suis pas hétéro. Je suis végétaux. Et voilà, l'idée, c'est de passer d'un rôle à l'autre, c'est de changer de personnage, changer d'attitude, changer de voix. De sexe, puisque vous faites De les sexe. hommes et les femmes. Oui, je fais des escargots aussi, je fais beaucoup d'animaux. Le point de départ, le pitch. C'est l'histoire d'un enfant qui est né en riant, qui va passer sa vie à rire et qui ne pourra manifester aucune autre émotion que le rire. Pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, un être vivant était né en riant. Et apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et ça va rendre dingue son entourage, quoi. C'est un peu l'idée de départ. Dites-moi, vous sortez rincé du spectacle, parce que vous passez d'un personnage à l'autre à une vitesse incroyable. Première mondiale au Paradou, un enfant est né en riant. Et depuis, quoi qu'il arrive, il rit, même quand il se brûle. Buenas noches. Primera mundial en Francia. Un niño ha nacido riendo y después, pase lo que pase, ríe, mismo si se quema sobre la bola de la paella. Pela primeira vez no mundo, e na França, bebê nasce rindo e continua rindo, mesmo se tu pegar as bolas do saco e fazer gol! Ouais, l'idée, c'est de devenir l'autre tout de suite. Sawadika! Surtout, il y a une scène de fin où ça part en feu d'artifice, donc il faut que je bascule de l'un à l'autre très très rapidement. Et c'est sûr qu'on peut s'en mêler les pinceaux au début. Arrêtez, franchement, je déteste la violence. Boum! Aïe, aïe, aïe! Bim! Bam! Boum! Aïe, aïe, aïe! Boum! Et un nazi, par exemple, si je le fais avec la voix de la cagole, ça marche pas du tout. Hein. Il rit quand il a faim, quand il est fatigué, quand ses couches sont pleines, quand on lui retire sa tétine, quand il tombe. Oui, il est tombé, oui. Merci, cher Bruno, en tout cas. On est passé de Monsieur Salomon à Bruno. Ah, pardon. C'est bien, il y a une sorte Quelle d'évolution. familiarité, c'est Non, ça mais- Oui. Merci Damien, non, c'est un Merci plaisir. beaucoup. Et pour le prix d'un ticket, vous avez 43 personnages sur scène. Je Oui. crois que c'est l'argument le plus C'est probant. énorme. Une petite fille, au fait, qui me disait, mais 43 personnages, je fais, ouais, c'est mieux qu'un Disney. Elle me fait, ah ouais. Voilà, c'est le ça un peu slogan. l'argument. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Carotide, jugulaire, génital, 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 génital. Coup de genou derrière le genou, kick du coccyx. Cadeau de la maison, doigt dans les yeux. Il est
complètement allumé, mais formidable, génial. Là, ça vous paraît peut-être un peu décousu, mais je vous assure qu'au Petit Montparnasse, l'histoire, elle se tient, quoi. Parce qu'il introduit chacun des personnages. Même si ça ne se tient pas, c'est C'est bien quand désopilant, même. mais c'est vraiment d'une intelligence. Et mise en scène de Gabor Rassov, qui est un grand homme de théâtre, un homme de théâtre. Donc la rencontre entre Gabor Rassov et Bruno Salomon dans Euphorique, ça fait des étincelles. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Allez, vous avez pris la douche, là? C'est jamais que de l'eau et de la terre. La gadoule, la gadoule, la gadoule. Ça fait ch'plof, ça fait flop, c'est pas cher. On a tous un petit côté canard. On chantait ça dans les années 80 70, 80. Alors pourquoi la gadoue? Et pourquoi en principe avec Julie Ferrez, coach à Télématin, on vous parle de tout à fait autre chose régulièrement? Il faut vous dire qu'elle a préféré se jeter dans un bain de boue. Mais pourquoi vous faites ça au fait Un petit côté maso, en fait. Oui, ça, là. Pourquoi vous avez la boue? Alors, ce qui est bien, c'est que traditionnellement, elle enseigne aux chroniqueurs, journalistes de Télématin, à faire des mouvements pour se maintenir. Par exemple, regardez ce corps d'athlète. Mais là, c'est tout à fait autre chose. J'ai pas compris pourquoi on fait. Alors, j'ai testé une course à pied qui s'appelle le Mud Day, donc le jour de la boue. Et une fois que vous êtes bien entraîné, donc comme tous les chroniqueurs sont hyper en forme, il fallait tester un petit peu la condition physique et la condition mentale. Et donc, en fait, ces courses, il faut savoir quand même que c'est 80 000 personnes dans l'année qui passent lors de ces courses du Mud Day. Vous avez 9 courses en moyenne en France et en Espagne et en Suisse. Et c'est 13 kilomètres dans la boue, avec 20 ou 22 obstacles qui vous font vous dépasser mentalement et physiquement. Donc c'est tiré vraiment du bootcamp. Alors, vous avez pris parmi nous celui que vous considérez comme le mieux entraîné parmi nous? Je dirais qu'il est très entraîné et que j'avais envie de le défier. Voilà, parce que je pense qu'il avait les capacités de le faire. Il court, mais je voulais qu'il lâche son triporteur. Ah oui. Et vous allez voir, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il s'en est plutôt bien sorti. Est-ce que vous êtes le meilleur des bad guys? Bon Loïc, je te l'avais promis. Oui, on va avoir, je pense que 2 heures de soins du visage et du corps. Ah, c'est 2 heures, d'accord. Je pense qu'en 2 heures, on pourrait s'en sortir. J'espère. Hein? Pas de magret de canard à la pause, là? Non, là, d'accord. il n'y en a pas. Allez, on y va. Avec nous, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Plus vite que ça, plus vite, plus vite. Ça, c'est pas mal. On vient de finir de s'échauffer. Ils sont plutôt bien sortis. Moi, je suis déjà mort. Là, on va démarrer. En fait, ça n'a pas commencé, là. Ça n'a pas commencé. D'accord. On attaque 13 km de course à pied, 22 obstacles. C'est parti. On attaque la boue et les barbelés. Donc, premier soin du visage. Et que ça va? C'est pas sali, mon t-shirt. Là, on va passer dans un tunnel. Dans un tunnel, on passe. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Allez, on avance, on avance. Alors ça, j'avais jamais fait ça. Il faut repartir en courant, mec. On y va. C'est le grand bain, là. Non. Parce qu'il paraît l'échauffer. Oh non, mais c'est horrible. Oh là 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 là. Vas-y, Julie Ferrez, je te déteste. Eh ben, il nous reste quelques kilomètres. Allez, on y va? Ouais. Vas-y, Loïc. On a fait 7 km sans ça. Donc on a fait plus de la moitié. On a fait plus de la moitié. Ok. On est un peu mouillé. Je crois que j'ai de la peau dans les oreilles. J'entends plus rien. Oh Loïc, dépêche-toi. Mec, des glaçons. C'est des grands malades. Allez, Fred.
On a fait presque 10 km. Faut savoir bien s'économiser. Les filles, c'est à gauche. Les barres, elles sont plus resserrées. Loïc, On va au milieu. on est bien, on est bien. J'y arrive pas là. Si, Loïc. Allez, Loïc, tu lâches pas. Yes. Oh, on est trop fort. Ça sent C'est quoi ce logo, ça? Ça, c'est pour te stimuler. D'accord. Mais ça veut dire qu'on a terminé. On D'accord. aura absolument tout testé. Et là, en fait, on va prendre des petites châtaignes. Des petites C'est ça? châtaignes, gentilles. D'accord. On a mis 2h10. 2h10, c'est bien. Franchement, c'était bien débrouillé, je suis fière de toi. 2h10, c'est bien. On a testé pour tous les matins. C'était génial. 2h10. Il s'est bien débrouillé. 2h10 et vous avez tout fait, tous les obstacles. Il y en a combien? Il y en a 22. 22, on était à Bordeaux, on a eu de la chance, il faisait beau. Il y avait 2900 participants. Il pleuvait à un moment quand Oui, même. il a hein. plu un peu. Excusez-moi, vous payez pour faire ça? Alors oui, Ah, figurez-vous En plus, qu'on il paye. paye. Figurez-vous qu'on paye. Mais Ouais. c'est une bonne... C'est pour la bonne cause, c'est reversé, j'espère. Alors à non, des- même pas. Ah, même pour pas. le coup, même pas. Ça Mais par mériterait. contre, il faut savoir que il faut partir avec un mental, hein, parce que l'eau est très Il froide. faut une attestation médicale. Hein. Aussi, Une passer chez le attestation, docteur. voilà, ouais. un certificat médical. Mhm. Et puis surtout, il faut une préparation physique. On va pas se mentir, vous pouvez pas y aller en touriste, quoi. Non, sinon, c'est pas 2 heures que vous mettez, c'est la Ah ben, journée. il y a des Oui. gens qui mettent 3-4 heures quand même. Le plus drôle, c'est la petite châtaigne à la fin. Mais la nuit, Voilà, le c'est petit- fermé, le pas petit pour des jus. gens que je connais qui arriveraient un petit peu en retard. La quoi. nuit, c'est fermé, mais en tous les cas, ce qu'il faut Je sais retenir, pas. c'est que c'est un Bonjour, c'est défi moi. qui peut être sympa. La moyenne d'âge, c'est 25-35 ans. Et... Ah, bah alors. Ah, bah, On est zut, tranquille, hein, William. peinard, Mais hein. tranquille. Par contre, Bah, tranquille, 42, peinard, hein. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire? C'est quoi votre nom? Moi, je vais y aller en fait. Hein. Merci, à tout à l'heure. Bon, oui. oui, juste petit truc, si vous n'aimez pas la boue, demain, vous avez Oui. une course à pied au profit du cancer du sein qui Ah s'appelle oui. la Compiègnoise. Et là, il y a presque... Octobre rose. Octobre rose. Donc, c'est le moment là où, pour le coup, une grande partie des inscriptions est reversée pour la Ligue contre le cancer du sein. Mhm. Et là, vous faites une bonne action. Et c'est pas Hein, cher. Compiègne? À Compiègne. Merci beaucoup, Julie. Allez, avec Damien. Dans l'actualité de la santé et de la beauté, justement, Julia Duweb a des choses à nous dire. Ça concerne qui, quoi? Alors d'abord, ça concerne une innovation polonaise, William. Regardez, c'est une innovation dans le domaine de la 3D et des échographies qui offre aux parents malvoyants la possibilité de voir leur futur bébé grâce à une sculpture en bas-relief. C'est Ah vraiment oui, de l'échographie pas avec c'est une impression en 3D. On en parle beaucoup parce que c'est au cœur de nombreuses innovations médicales. Et bien là, en Pologne, on propose aux parents malvoyants de pouvoir découvrir les échographies de cette manière, juste au toucher. Ouais. Et puis vous savez aussi, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début du mois, que dans le cadre d'Octobre Rose, Ouais. beaucoup d'initiatives, là je vous parle d'initiatives outre-Atlantique, on est à Salem dans l'Oregon, la police locale a littéralement changé la couleur de toutes ses voitures de patrouille. Donc ça c'est à Salem dans l'Oregon. Et puis alors à Halifax, c'est pas toutes les voitures, c'est juste les jantes, comme vous pouvez le voir. Et pareil, ça fait le tour du web parce qu'il y a énormément de mobilisation effectivement autour d'Octobre Rose et partout dans le monde. C'est pas fini, on a d'ailleurs tout à l'heure une course qu'on vous annoncera aussi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Salut. Allez bien. Madame, monsieur, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure de C'est un monde? J'espère. Alors c'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire ici à Télématin. Et cette semaine, Bridget Jones. Vous me direz, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est la plus célèbre des célibataires qui fait son retour au cinéma, vous le savez. On a déjà parlé de ce film ici. Et à cette occasion, on s'est dit, tiens, si on faisait un tour du monde de la drague. Quelles sont les méthodes de séduction de nos voisins, proches ou lointains? Je sais pas, dîner aux chandelles, petit poème en alexandrin, parade nuptiale, sauter de balcon, plonger dans la piscine, enfin bref. Qui sont les rois de la tchatch et de qui s'inspire-t-il? Plutôt Don Juan ou alors, vous savez, le Jean-Claude Duss débronzé. Alors, on va voir ça avec 4 de nos correspondants et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos experts du jour. Il y a Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, en haut à gauche.
Marc de Chalvron, qu'on rejoindra à Dakar. En haut à droite, Fanny Leterre, notre correspondante à Rio, et Alexia Kefalas, qui nous donne rendez-vous à Athènes. Alors, tout de suite, direction New Delhi. Et côté séduction, vous allez voir que les jeunes Indiens partent avec un sacré handicap. La famille. Une famille très envahissante là-bas. C'est difficile de draguer quand on a toute la smala sur le dos. Nicolas, en résumé, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien ça, non? Bonjour Nicolas. Oui, bonjour William, vous avez tout à fait raison. Si vous voulez draguer en Inde, en tout cas entre Indiens, il va falloir être sacrément discret, tout simplement parce que ça ne se fait pas ici. Mais alors là, pas du tout. Premier cas de figure, pour ceux qui suivent à la lettre les traditions et les coutumes indiennes, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de drague du tout. Il y a cette phrase que j'entends très régulièrement ici. Vous, les Occidentaux, vous tombez amoureux et puis vous vous mariez. Eh bien, nous nous marions et puis nous tombons amoureux. Eh bien oui, car ici, les mariages sont arrangés. Et donc, la première fois que le futur marié et la future mariée vont se rencontrer, il y a les deux familles sur le dos, compliquées. Vous l'avez compris, pour draguer. Et donc, la séduction, tomber amoureux, ça se passe plutôt après le mariage. Et puis, deuxième cas de figure, pour les plus téméraires qui aiment bien un garçon, qui aiment bien une jeune fille, eh bien, on va se draguer, mais très, très lentement, un peu comme des enfants, un regard, un petit mot. Regardez ce reportage, il a été très compliqué à tourner, justement, car les amoureux ici veulent rester très, très discrets. Il est signé Lucie Guenier, Émilie Gouveia-Vermelot, avec un commentaire de Géraldine Lassalle. Au début d'une histoire d'amour, la page est blanche. Et pourtant, quand on parle de flirt en Inde, tout n'est pas permis, loin de là. Au pays du Kama Sutra, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Avoir une relation avant le mariage reste tabou. La cachette privilégiée des amoureux, les parcs, comme ici au cœur de New Delhi. Les ruines se transforment en temple de l'amour. À l'abri des regards, on s'enlace, s'embrasse ou se donne la main furtivement. Ces parcs, Gunendra et Stuti les connaissent bien. Leurs petits amis, ils les ont toujours cachés à leurs parents. Tu ne peux pas ramener une inconnue chez toi. Si c'est le cas, ta mère lui ferait un interrogatoire, puis appellerait son père et la mettrait dans un taxi pour la ramener chez elle. Il ne faut pas se cacher seulement de la famille. Pas question de s'embrasser en public ou de montrer des marques d'affection dans la rue. Même se prendre dans les bras. Si vous n'avez pas vu votre petite amie depuis très longtemps, vous vous retrouvez à la gare par exemple, les gens autour de vous penseront que ça ne se fait pas en public. S'embrasser n'est pas accepté. Dans les campagnes, se tenir la main n'est pas accepté non plus. Ici, la grande majorité des mariages sont arrangés. Le cinéma indien s'en amuse parfois. Pas de flirt, on ne choisit pas, ce sont les parents qui organisent tout. La famille est là pour la première rencontre. Les futurs époux, eux, ne se sont pas encore vus. D'où une certaine angoisse. Même si dans les films, tout se termine bien. Les parents ont même recours à des agences spécialisées pour trouver le gendre ou l'épouse idéal, avec des critères très précis en tête. Tout le monde recherche des familles compatibles, des garçons et des filles compatibles. Ils veulent voir l'âge, la taille, le niveau d'éducation, le statut social. En Inde, les castes ont une place très importante. Alors bien entendu, les familles hindoues, par exemple, veulent marier leurs enfants avec des hindous et les sikhs avec des sikhs. Pour chercher un peu d'amour, certains ont donc trouvé une parade. Depuis peu, les applications de rencontres cartonnent. Rajan est l'un de ses utilisateurs. Selon lui, elle facilite les contacts dans une société encore très conservatrice. Quand tu t'approches d'une fille en Inde pour lui demander d'aller boire un verre, ou même juste pour la saluer, elle ne répondra pas de manière sympa. Mais quand tu utilises une application de rencontre, tu lui parles quelques jours avant, ça devient donc plus facile de lui parler et de flirter. Alors bien sûr, ces applications restent confidentielles, réservées à une élite urbaine. Le flirt en Inde reste toujours un tabou et l'amour avant le mariage, un secret bien gardé.
Nicolas, et ceux et celles qui décident de braver le choix de leurs parents et qui tombent amoureux, comment ça se passe? Eh bien alors là, William, cela va être très très compliqué. Tout simplement d'abord parce que vous allez aller à l'encontre de votre famille, mais également à l'encontre de toute la société indienne. Vous savez, c'est une société très très conservatrice. Ici, même si les choses bougent principalement dans les grandes villes, ici à New Delhi par exemple, il y a une association qui s'appelle Love Commando. Alors Love Commando, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, si des jeunes gens tombent amoureux, et que leurs parents ne veulent pas de cette union, ils peuvent appeler cette association qui va mettre à leur disposition un hébergement, voire même des conseils juridiques. Ils ont une ligne téléphonique 24 heures sur 24, mais dans la plupart des cas, même si on drague un petit peu sur les bancs de l'université, eh bien on sait bien qu'au final, il faudra quand même écouter ses parents et il faudra quand même se résoudre au mariage arrangé. Une ligne de téléphone, SOS Amour, SOS Amour caché. Bon, on l'a vu dans le reportage, le téléphone portable est l'un des alliés de cette drague cachée, de ces amoureux-là. Est-ce que ce téléphone échappe au contrôle des parents? Il n'y a pas de, je sais pas moi, de confiscation, par exemple? Alors oui, dans la plupart du temps, c'est un petit peu comme en France. Le téléphone, c'est pour les ados ou les jeunes adultes, un jardin secret. On y passe beaucoup de temps via les applications, un petit peu comme en France. On se drague, on échange beaucoup de messages. Il y a parfois des relations comme ça amoureuses qui peuvent durer des années uniquement par texto, par message interposé. Mais il y a dans un village de l'ouest de l'Inde, un endroit où les jeunes filles sont interdites de téléphone portable. Il y a même une règle pour les femmes non mariées. Si elles sont surprises avec un téléphone, elles doivent payer une amende de 30 €. Il s'agit que ces jeunes filles ne se mettent pas de mauvaises idées dans la tête. Voilà, mais c'est anecdotique car dans le reste de l'Inde, c'est par téléphone et très massivement que l'on se drague et que l'on flirte, William. C'est ça le progrès, peut-être. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Le voyage continue maintenant à Dakar, au Sénégal, où ce sont les femmes qui mènent la danse. Oui, en ce qui concerne la séduction, vous allez voir que les Sénégalaises en connaissent un rayon. Et Marc Chalvon de Chalvon va vous répondre avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que la drague est présente dans les rues de Dakar, par exemple, ou est-ce que la religion prend le dessus? J'ai ma petite idée là-dessus, bien sûr. Bonjour Marc. Oui, bonjour William. Vous qui connaissez le Sénégal mieux que personne, vous le savez, c'est un pays très pieux, un pays musulman et un pays, il faut bien le dire, assez conservateur. Donc la drague, au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire un homme et une femme qui s'aguichent, qui s'abordent dans la rue, dans un café ou dans un restaurant, dans un lieu public, cela ne se fait pas trop, c'est assez mal vu. On est assez pudique ici au Sénégal, donc la drague se passe essentiellement en catimini, sur Internet par exemple. Mais cela ne veut pas dire vraiment pas que la séduction est absente du pays, au contraire elle est omniprésente et cela se passe souvent à l'intérieur du couple. En fait le couple est le lieu de la réinvention perpétuelle de la séduction, souvent de manière très crue. Regardez ce reportage tourné par James de Coppet. Pour toutes les femmes de Dakar, le chemin de la séduction passe nécessairement par le marché HLM et par cette petite échoppe discrète. C'est ici que l'on trouve tous les ustensiles recherchés. Ça, c'est les nuisettes. Puis pour boutique là, ça, c'est petit pain. Sans oublier le célèbre bin bin, ou l'arme fatale de la femme sénégalaise. Cristal yi bindu tur yi. Pour boutique là. Pour takk rek bëgg sa jëkkër. Waaw. Car au Sénégal, pays conservateur, la séduction se passe avant tout entre conjoints et sort rarement de l'intimité du foyer. Bienvenue au cabinet de Kira Soumaré, profession conseillère conjugale. Donc aujourd'hui, vous me présentez comme problème que vous manquez de confiance. Vous avez remarqué cela depuis quand? Elle reçoit des femmes mariées pour leur prodiguer ses conseils, mais également pour leur proposer ses créations pour entretenir la flamme, dont évidemment le fameux bin bin. J'aime bien ça, sans pitié. Aux inscriptions très explicites. Sans pitié. Ça, c'est un message que le mari peut voilà, lire. que le mari peut lire. Et c'est une manière de motiver son mari toujours. Toutes les techniques sont bonnes chez les Sénégalaises pour réveiller le désir du mari sans tabou, Kira a son explication enracinée dans la culture du pays.
surtout puisqu'il y a la polygamie chez nous et les femmes qui sont en polygamie, c'est vraiment un monde de compétition, de rivalité. Il faut vraiment que je me démarque, il faut que j'assure, que je montre que c'est moi la meilleure. On est toujours à la recherche d'être la meilleure. Ngone Ndiaye est une véritable vedette dans son pays. Son passage déclenche l'hystérie. Ngone Ndiaye est la star du Lumbel, une danse traditionnelle au Sénégal. De la famille des griots, son rôle est de transmettre l'art de la séduction. Ce soir, elle fait ses courses pour son prochain spectacle, dont l'inévitable Bin Bin, le collier cette fois de couleur rouge. On s'appelle ça rouge danger. Ce sont des perles, mais c'est en rouge là. Et ça, c'est dangereux. Ouh! C'est dangereux. Hein, comme ça. Après, tu fais comme ça. Ouh, ça c'est grave. Ce sont des secrets de femmes là et des secrets de chambre. Ouais. Nous sommes des vraies femmes sénégalaises. Ouais. Mais les femmes sénégalaises, elles sont discrètes, mais j'ai l'impression qu'une fois que la porte de la chambre est fermée, elles sont plus discrètes. Non. Nous sommes très graves. Non, apparemment, les femmes sénégalaises ne reculent devant rien pour plaire à leur mari. Et seulement à leur mari. On est très grave. Alors Marc, la polygamie est évoquée dans ce reportage. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'elle est moins répandue aujourd'hui ? Oui, écoutez, William, de manière générale, la polygamie est en recul tout simplement parce qu'il y a un phénomène d'urbanisation qui est en cours au Sénégal, que de plus en plus de personnes viennent habiter en ville, et principalement d'ailleurs à Dakar, que ici la vie est chère et que les hommes ont bien du mal à entretenir plusieurs femmes. Mais à Dakar, il y a tout de même un phénomène nouveau qui touche les classes supérieures, les classes aisées ou les classes moyennes supérieures. À l'intérieur de cette classe-là, il y a des gens qui sont de plus en plus riches et qui peuvent de nouveau entretenir plusieurs femmes. C'est pourquoi on assiste à un retour de la polygamie à Dakar, ce qui prouve que ce phénomène est profondément ancré dans le pays. Il y a la polygamie et il y a les mariages arrangés qui sont une autre réalité forte au Sénégal. Donc il y a quand même de la place pour l'amour et le romantisme, mais au risque de vous décevoir, William, ce n'est pas l'essentiel au Sénégal. Bon, pour terminer, il paraît que pour plaire aux hommes, certaines femmes sont prêtes à mettre leur santé en danger, c'est vrai ça ? Et oui, les critères de beauté sont souvent cruels. On pense, et vous pensez, William, évidemment, au phénomène de dépigmentation de la peau, influencé par l'histoire, la culture dominante, par les films qu'elles peuvent regarder. Les femmes africaines ont tendance à vouloir se blanchir la peau avec des produits qui sont, on le sait, très nocifs. Ce n'est pas un phénomène nouveau, cela remonte à des dizaines d'années et cela reste un modèle de beauté pour de nombreuses femmes africaines. Heureusement, les choses sont en train de changer lentement. Il y a une prise de conscience, notamment chez les jeunes générations. Il y a cette idée qu'il faut être fier d'être noir et de le porter. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais le problème reste entier. Aucun pays africain, par exemple, n'a décidé d'interdire ces produits qui permettent de blanchir la peau. Or, ces produits sont de véritables poisons. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. Vous allez voir qu'Internet, mais vous le savez déjà, est devenu le plus grand terrain de jeu des célibataires. Alors Julia, c'est la drague 2.0. Ça fonctionne bien, hein, ici, partout, quoi. Oui, ça fonctionne bien sur Internet. 18 millions de célibataires en France sont comptabilisés par l'INSEE. Donc tous ces cœurs à prendre, vous imaginez bien, sont des internautes susceptibles de draguer sur la toile. Alors la drague sur Internet, ça se résume finalement à l'attitude à avoir sur les sites de rencontres. Comment choisir la bonne photo de profil, comment présenter le meilleur de soi-même. Alors, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'aventure de la drague 2.0, il faut quand même suivre quelques règles, quelques conseils. Alors d'abord, il faut être différent, il faut se démarquer, être original. Oui, pour un profil original et sympa, non pour la photo de vous à la dernière soirée déguisée, par exemple. Ou alors, il faut être cohérent, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur votre profil, votre photo, votre pseudo, vos annonces, si vous attendez l'amour, vous évitez les photos équivoques ou les propos un peu
tendancieux qui vont aller vers d'autres directions. Alors, on ne se dévalorise pas sur Internet, on ne se survend pas non plus, donc pas de photos avec vous avec 10 ans de moins ou 10 kilos de moins. Vous êtes honnête, vous allez droit au but. Il faut vite aller passer à la vitesse supérieure, ce qui peut paraître étonnant comme conseil, mais c'est-à-dire que plus vous passez de temps sur la toile, plus vous risquez de fantasmer une relation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller directement à la rencontre concrète, au risque au moins d'éviter d'être dans le fantasme d'une relation virtuelle qui finalement mène à rien. Et puis évidemment, le dernier conseil, ce sera d'être prudent. Hein. Vous communiquez pas votre nom, en tout cas pas complet, ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse. La rencontre doit avoir lieu dans un lieu public. Vous prévenez un de vos proches que vous allez à cette rencontre et vous prévoyez un plan B pour écourter le rendez-vous si ça se passe pas bien. Un plan B. plan B. Je suis mal garé. Vous demandez à une copine de vous appeler à telle heure. Ah oui. Oh, mon père, tiens, je vais te le présenter. Voilà. Oui, des trucs. C'est ça. Est-ce que vous avez des sites, du coup, à nous recommander ou des informations insolites sur le sujet? Alors, les informations insolites, les articles étonnants, les études un peu étranges, il y en a beaucoup sur Internet. Et en ce qui concerne la drague, il y a cet article du magazine Gradia qui est assez étonnant, figurez-vous, qu'il semblerait qu'on drague, nous, les femmes, avec nos pieds. Ce sont ni nos petites bouches en cœur ou nos joues qui rougissent ou nos battements de cils qui nous trahissent le plus. Le langage corporel le plus puissant, ce serait le mouvement des pieds. C'est seulement concernant les femmes. En gros, si vous arrivez à décoder les mouvements de pieds, vous êtes le roi du monde. Et alors, sinon, vous avez un site qui s'appelle romantiqueparis.fr, qui est une radio uniquement avec de la musique pour vous mettre dans l'ambiance si vous voulez aller draguer. Alors, amour, déclaration, des c'est pour la vie, des pour toujours. En gros, si vous venez de vous faire larguer ou de vous séparer, c'est vraiment pas le site à écouter. C'est très complet, finalement, hein? Ah ben, il y a plein de choses. Ah oui, merci. Bon, alors, une autre fois, alors. Prochaine destination, maintenant, Rio de Janeiro. Et s'il y a bien un domaine dans lequel les Brésiliens excellent, je veux dire, en plus de football, c'est la drague. Là-bas, c'est un sport de compétition. Et comme tous les sports, ça s'apprend et il y a des règles. Et puis il faut s'entraîner, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondante sur place, Fanny Lothaire. Et il paraît que je vais devoir retourner à l'école. William, pour votre premier cours de drague, direction l'appartement de Phoenix dans la banlieue cossue de Rio. Ce professeur propose un week-end par mois des camps d'entraînement à la séduction. Comment vas-tu? Bonsoir les gars, bienvenue au 181e camp d'entraînement. Vous n'avez pas besoin de mentir ou d'exagérer votre style de vie et dire que vous faites du deltaplane. Soyez vous-même, c'est ça qui est attirant. Vous pouvez dire « Putain, quelle belle nana !» ou vous pouvez dire « Je vous trouve très intéressante. » 300 € les 3 jours, le business de la drague se porte bien à Rio. Phoenix a déjà formé 2000 élèves et se targue d'avoir réussi à en caser plus de 70%. Toute une génération de Brésiliens un peu timides et un peu perdus. On a perdu nos références masculines. On est déboussolés et un peu infantilisés. Les hommes ont désappris à être hommes et ils croient qu'être un homme, c'est se comporter comme un macho, ce qui ne fonctionne pas du tout aujourd'hui. Il me manquait un peu de confiance. C'est pour ça que je suis là, pour apprendre à appliquer tout cela dans ma vie quotidienne et améliorer ma personnalité constamment. Et après la théorie, la pratique. Le secret de Phoenix, confronter ces timides à leur plus grande peur, l'abordage. Le soir en boîte, les femmes viennent pour séduire. Elles attendent forcément un compliment, un regard. La journée dans la rue, ce n'est pas le cas. Vous avez donc un avantage. Mon nom est Eduardo, enchanté. Non merci. Vous êtes très belle. Mais la technique ne rencontre pas beaucoup de succès. Sans doute la faute au charme de ma collègue derrière la caméra. Tout ça, c'est de la comédie, parce que celle que je veux vraiment, c'est toi. Pas si timide que ça, les Brésiliens. Plutôt franchement direct, osé, un brin poussif. Sur la toile, les conseils pour draguer une femme pullulent. Experts en tout genre divulguent leurs conseils. Et parmi eux... Bonjour tout le monde, je suis Alexis, je suis français, j'habite depuis 10 ans au Brésil et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti! Alexis le français, un jeune youtubeur de São Paulo, marié à une brésilienne, l'auteur de cette vidéo à succès. Les Brésiliens me demandent souvent
Hé, Alexis, dis-nous, comment on fait pour draguer une Française? Partage ton savoir, l'ami. Expert en différences culturelles entre les deux continents et entre les deux modes de séduction. C'est ce que disait effectivement. Je pense que le bisou... Le Brésilien aime donner des bisous et donc le bisou ne veut pas forcément dire quelque chose de défini, de clair chez le Brésilien. Ouais. Si tu penses que le bisou, voilà, ça veut dire qu'on est dans une relation, non pas du tout, pas chez le Brésilien. Célibataire en vacances, si vous voulez sortir avec une Brésilienne, voici le b.a.-ba d'Alexis. Pour une Brésilienne, le français, il prend pas de douche. Donc prenez une douche, première chose, parce qu'ils vont vous demander si vous prenez une douche. Deuxième chose, elle pense que les Français, en général, ils sont homosexuels, trop délicats. Donc si vous voulez sortir avec, faut y aller les gars, perdez pas de temps. Alors la réputation du français, pas très nette, c'est pas nouveau ça. Bon, à vérifier. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Fanny. À très bientôt. Retour dans l'Hexagone, à présent avec Anissa Arfaoui. On va s'intéresser à notre façon de séduire. Pour commencer, est-ce qu'il y a une drague, comme on l'a vu dans le reportage précédent, est-ce qu'il y a une drague à la française? Oui. La légende veut effectivement qu'il y ait une drague à la française. Et en fait, on doit cette réputation déjà à l'image de Paris, la capitale française, qui est la capitale, la ville de l'amour. Et ensuite, on a un petit héritage littéraire quand même, ce n'est pas rien, parce que regardez, si vous prenez Dans le désordre, Guillaume Apollinaire, Musset, Stendhal, Victor Hugo, Paul Éluard, ils sont tous célèbres, ces écrivains dans le monde entier, pour les textes enflammés qu'ils ont écrits aux femmes dont ils étaient épris pour les séduire. Et bien du coup, le Frenchie va disposer comme ça d'une petite réputation un peu romantique, poétique, séducteur. Est-ce que la légende dit vrai? C'est un petit peu plus compliqué, elle est peut-être même un petit peu dépassée. Pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire draguer finalement aujourd'hui? Draguer, c'est aborder quelqu'un, tenter une approche en finesse ou avec lourdeur. Mais cette définition-là, en fait, elle est très jeune, elle est très contemporaine. Avant, si on remonte un peu le temps, ne serait-ce que celui de nos auteurs, en fait, on ne draguait pas, on séduisait, on faisait la cour et ça pouvait durer une éternité. Mais la drague, comme vous venez de dire, ou autrefois, faire la cour, puisque c'était ça, ça remonte à quand? Alors, la séduction, elle remonte à la nuit des temps. Et on peut peut-être même parler de la Genèse, William, parce que Ève elle-même n'a-t-elle pas été séduite finalement par le serpent? Elle a craqué et croqué le fruit défendu. Donc on peut effectivement remonter très loin. Ensuite, si on le fait en accéléré, regardez, parlons du poète latin Ovide, qui avait quand même publié cette énorme œuvre, L'Art d'aimer. L'Art d'aimer, c'est une initiation à la séduction. Et c'est quand même un ouvrage internationalement connu. Ce que ça veut dire qu'en fait, à cette époque déjà, en l'an 1, non seulement on s'intéressait à la séduction, mais en plus on apprenait à séduire. Ensuite, on peut parler du Moyen-Âge. Chaque période, en fait, avait sa stratégie. Au Moyen-Âge, on parlait, pour parler de la séduction, on parlait d'amour courtois. Et c'était une invention de la chevalerie. Et pourquoi est-ce que la chevalerie s'était approprié le concept de l'amour? De l'amour courtois, parce qu'il fallait être fort, il fallait séduire ses dames, il fallait faire preuve de bravoure. Ensuite, vous aviez évidemment la Renaissance, on parlait de galanterie, ou la période des Lumières, où là, il fallait, on injectait la notion de désir dans la séduction. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque période, l'amour et la séduction évoluaient avec les us et coutumes et la littérature de la société. Alors aujourd'hui, la drague, ça ressemble à quoi? Là, ça pique un petit peu, parce que pour l'essentiel, la drague, ça ressemble à un écran d'ordinateur, un clavier et puis une souris, William. Voilà. Ou sinon à une application sur un smartphone. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, nos modes de vie ont considérablement modifié nos modes de séduction. C'est plutôt informatisé. Alors maintenant, est-ce que c'est l'avènement d'Internet qui est venu rendre les gens handicapés, entre guillemets, de la séduction en chair ou en os? Ou est-ce que ça rencontre un énorme succès parce que, justement, les gens ne savent plus se séduire et discuter en réalité? C'est assez difficile à dire. En tout cas, le constat, c'est que exit la poésie, exit les grands lyrismes et tout doit être très rapide. On drague à l'image de notre société, donc une société de consommation. Tout doit être rapide, efficace. Et s'il n'y a pas un retour sur investissement rapide, on passe à autre chose. Néanmoins, peut-être que la séduction n'a pas encore dit son dernier mot. Si on se réfère en tout cas aux ventes de livres qui parlent d'amour et de séduction, on se dit que peut-être qu'un jour, elle reviendra au goût du jour. Ouais, c'est pas foutu. Merci beaucoup. Merci à vous. Anissa, experte. Allez, le voyage continue tout de suite, cap sur la Grèce.
Alors là-bas, pour donner un petit coup de pouce à Aphrodite, Aphrodite, vous la connaissez bien, c'est la déesse de l'amour, les hommes ont mis au point une méthode de séduction quasi infaillible. Alors vous allez voir. Alexia, ça s'appelle comment cette botte secrète? Parce que ici, je vous dis tout de suite qu'on va prendre des notes. Bonjour Alexia. Oui, j'imagine. Bonjour William, bonjour. Eh bien écoutez, la méthode de séduction grecque a un nom, ça s'appelle le kamaki. Alors ce n'est pas du tout un mot japonais, kamaki, pas du tout, c'est un mot grec qui signifie littéralement la flèche du harpon. Parce que les hommes harponnent, toute proportion gardée William, les femmes et justement arrivent à les séduire. C'est un phénomène qui a explosé littéralement quand le tourisme a commencé à exploser en Grèce, c'est-à-dire au milieu des années 70, entre 67 et 74, pendant les années noires de la dictature. Et c'est à ce moment-là que le phénomène naît. Pourquoi? Eh bien parce que les Grecs, ces dragueurs de cartes postales, n'ont qu'une obsession à ce moment-là, eh bien c'est conquérir les belles étrangères, celles qui viennent justement eh bien, un peu de toute l'Europe. Et ils n'ont donc que cette obsession. Et d'ailleurs, il faut chercher la femme, chercher à tout prix la femme. C'est d'ailleurs le titre d'une chanson très célèbre de cette époque. Bon, alors après la théorie, la pratique, c'est quoi donc la marche à suivre? Alors, prenez un stylo et un papier, William, et notez. Il faut d'abord écrire votre plus beau poème. Attention, 4 vers maximum, si possible dans un anglais approximatif, et vous expliquez à une jeune femme qui se balade sur la plage qu'elle est la plus belle des sirènes, que si Aphrodite la voyait, eh bien, elle serait folle de rage devant sa beauté. Bref, du baratin. Alors pourquoi le baratin? Eh bien parce que c'est justement ce que venaient chercher les touristes surtout venus du nord de l'Europe. Elles étaient tellement accros à cette méthode de kamaki qu'à la fin des années 80, pendant la grande crise du sida et des transfusions, eh bien les Grecs ont arrêté tout simplement le kamaki, et c'est alors qu'on a vu en plein mois d'août sur l'île de Rhodes une manifestation de touristes venus du nord de l'Europe demandant le kamaki back, c'est-à-dire le retour du kamaki. Alors aujourd'hui, la méthode a quand même bien évolué, d'ailleurs un peu trop, elle a presque disparu, même si certains veulent y croire, comme vous allez le voir dans ce sujet que nous avons réalisé avec Haris Katiyanis. En Grèce, la drague, le kamaki, rime avec vacances d'été. La saison touristique de fin avril à mi-novembre est assez longue pour un maximum de conquêtes. Akis le sait bien, il est marié à Catherine, une Française depuis 20 ans, et c'est grâce au kamaki qu'ils se sont trouvés. Elle me plaisait, donc quand une femme te plaît, tu mets toutes tes armes devant, tu fais quoi. Déjà le fait d'être grec, c'est une arme. Ah ben moi, chez moi, ça a duré plus qu'une semaine, ça a été très lent. Très lent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font ça en 24 heures, en une nuit, en 2 nuits, etc. La recette du charme grec, c'est justement ce que l'on veut comprendre. On donne beaucoup d'importance à la femme, tu vois. Et en plus, je pense qu'on est deux amants valables. En même temps, on lui ouvre la porte, on lui offre les fleurs, on paye les factures tout le temps du restaurant. On ne laisse jamais une femme payer une facture. Elle est au niveau égal avec l'homme. Et je pense qu'elles aiment ça. La méthode était pour le moins efficace il y a 30 ans, à l'époque de la liberté sexuelle. D'habitude, elles sont venues en vacances, donc elles ont une semaine. En une semaine, il faut qu'elles vivent son histoire d'amour. Donc on essaye dans la semaine de faire le cercle Roméo et Juliette. Il y en a qui faisaient l'arrivée aux aéroports, aux charters. Ils savaient quand est-ce que ça arrive les Suédoises, quand est-ce que ça arrive les Allemandes, quand est-ce que ça arrive les Françaises. Elles faisaient l'accueil à l'aéroport. Et il y avait les locations de voitures d'un côté, le transport de bus des agents de voyage de l'autre côté, et puis il y avait les kamaki qui attendaient aussi. Il n'y avait pas besoin de connaître la langue parfaitement, comme le montre ce film grec du début des années 80, au dialogue resté très célèbre encore aujourd'hui. Parlez-vous français? Oui. Oui. Moi, non, parler français. Le kamaki est aujourd'hui en pente descendante. C'est un coup dur, surtout pour la virilité masculine. C'est le complexe de l'homme grec. Il faut qu'il soit viril. Il veut être plus homme que les autres hommes. Oui, c'est notre concurrence avec les autres pays latins. Les Espagnols, les Italiens. Ici, dans ce café, on joue au koboloi, un passe-temps marquant le côté mangas de l'homme, son côté viril. Ça a toujours été.
Les femmes qui me voient avec mon koboloy savent que je suis un mangkas et que je fais du kamaki. Elles sont donc attirées, un point c'est tout. Le kamaki, pour eux, n'est donc pas mort, il est juste endormi. Merci Alexis Abbé. L'ancienne génération là n'a pas complètement transmis son savoir-faire alors aux plus jeunes. Mais c'est justement le problème, William, parce qu'en fait, la nouvelle génération maintenant en Grèce parle plusieurs langues, parle parfaitement le français, l'anglais ou encore l'allemand. Ensuite, il y a Internet qui limite véritablement les rencontres fortuites. Et enfin, il y a le phénomène des touristes maintenant en Grèce qui vont dans ces hôtels qui s'appellent en anglais all inclusive, c'est-à-dire tout compris. Et donc, ils ne sortent pas de l'hôtel, du petit déjeuner au dîner. Ils ont toutes les activités à l'intérieur. Donc, eh bien, ça les empêche de s'aventurer dans les ruelles des petites îles grecques et justement de succomber au charme grec qui est encore vivant, hein, mais il est bien différent. Juste un petit mot, puisqu'on a la chance de voir derrière vous le Parthénon. Les travaux continuent visiblement, non? Oui, maintenant c'est la façade nord qui est en rénovation. Je pense qu'on arrivera à voir enfin le Parthénon rénové d'ici une trentaine d'années. Bon, rendez-vous dans une trentaine d'années. Peut-être. Exactement, William, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Alexia. À très bientôt. Madame, monsieur, fin du coaching. Merci à nos 4 correspondants et correspondantes de nous avoir éclairés sur les techniques de drague aux 4 coins du monde. Maintenant, à vous de jouer la semaine prochaine. Un thème très différent.